Wikipédia est sans doute l'une des ressources les plus utiles sur Internet. C'est une encyclopédie gratuite qui offre un article sur presque tous les sujets. Il y a quelques mois, j'ai mis en ligne une vidéo qui couvrait certains des articles les plus troublants qu'on y trouve, et aujourd'hui, nous allons en découvrir d'autres, allant d'une véritable guerre de chimpanzés, probablement bien plus brutale que ce que vous pourriez imaginer, à un accident nucléaire dévastateur. Enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus généralement troublants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre Ko-fi ou de la chaîne afin d'accéder aux vidéos non coupées et autres avantages ou me laisser un pourboire en cliquant sur « Merci » sous cette vidéo. Merci à ceux qui envisagent de le faire. Cette vidéo abordera des sujets que certains pourraient trouver dérangeants, notamment le meurtre, la mort d'animaux et la maladie due aux radiations. La discrétion des spectateurs est conseillée. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour devenir membre Ko-fi et regarder une version non coupée et sans publicité de cette vidéo, qui comprend une entrée supplémentaire qui n'était pas adaptée à cette version. Jane Goodall est une zoologiste, primatologue et anthropologue, considérée comme la plus grande experte mondiale des chimpanzés. Dans les années 60, Jane Goodall s'est rendue au parc national de Gombe Stream en Tanzanie pour observer les communautés de chimpanzés qui y vivaient, et elle a continué à le faire pendant environ 30 ans jusqu'à ce qu'elle commence à consacrer plus de temps à l'activisme pour la cause animale. Au cours de 60 années d'études des chimpanzés, deux des principales découvertes de Jane Goodall ont été que, contrairement aux croyances de la communauté scientifique de l'époque, les chimpanzés sont capables de fabriquer et d'utiliser des outils simples et qu'ils ne sont pas végétariens. Jane est en fait la seule humaine connue à avoir jamais été acceptée dans une société de chimpanzés. Cette relation étroite qu'elle entretenait au sein de la communauté lui a permis d'observer chez les chimpanzés des traits complexes que l'on pensait auparavant propres aux humains, comme la pensée raisonnée, la généralisation et même la notion de soi. Cependant, tout ce que Jane a appris sur les chimpanzés n'était pas aussi positif. On lui attribue cette citation « Pendant les 10 premières années de l'étude, je croyais que les chimpanzés de Gombe étaient, pour la plupart, bien plus gentils que les êtres humains, et soudain, nous avons découvert que les chimpanzés pouvaient être brutaux, qu'ils avaient, comme nous, un côté sombre dans leur nature. » Sortez-las. Peut-être que l'événement le plus choquant auquel Jane a assisté et qui a changé sa perspective sur le comportement des chimpanzés fut la guerre des chimpanzés de Gombe, et c'est absolument incroyable. La communauté de chimpanzés la plus importante du parc national de Gombe, qui faisait l'objet de l'étude de Jeanne, était connue sous le nom de Kasakila. Bien que tous les membres aient cohabité depuis avant qu'elle ne commence à les observer en 1960, elle a remarqué en 1974 qu'ils commençaient à se diviser. Sur une période de 8 mois, 6 mâles adultes, 3 femelles adultes et leurs petits se sont séparés des Kasakila, laissant derrière eux 8 mâles, 12 femelles et leurs petits. Les chimpanzés qui se sont séparés ont déménagé dans la partie sud du territoire et ce groupe a finalement été renommé la communauté Kahama. Il y avait aussi d'autres communautés dans le parc national et Jane avait été témoin de comportements territoriaux agressifs entre elles, certains mâles faisant parfois des incursions dans les zones d'autres communautés et allant même jusqu'à attaquer des femelles isolées ou des petits. Les mâles de différentes communautés s'évitèrent généralement, sauf s'ils se rencontraient en nombres égaux, auquel cas, ils essayaient simplement de s'intimider verbalement. Bien qu'elle se soit habituée à cette nature quelque peu agressive au fil des années, rien n'aurait pu préparer Jane aux événements de la guerre des chimpanzés. Des signes de conflit au sein de la communauté Kasakila commencèrent à apparaître vers la fin du mandat du mâle alpha de longue date nommé Mike. Ce chimpanzé était respecté au sein de la communauté et lorsqu'il est mort à la fin de 1970, le rôle de leader est revenu à l'aîné Humphrey.
Bien qu'Humphrey ait été aimé de beaucoup, il manquait de pouvoir pour contrôler et diriger le groupe, en particulier face aux futurs alphas qui ne le respectaient pas et qui commencèrent à semer le trouble pour le discréditer et se présenter comme des leaders plus dignes. Deux en particulier, les frères Hugh et Charlie, ont provoqué de nombreux affrontements violents et ont fini par se séparer du groupe pour passer plus de temps dans la partie sud du territoire, accompagnés des 4 autres mâles. Ils ont progressivement réduit leur contact habituel avec le reste du groupe, jusqu'à ce que les deux groupes soient suffisamment séparés pour être considérés comme des communautés différentes. Les mâles des deux groupes ont commencé à faire preuve d'une hostilité croissante les uns envers les autres, ce qui semblait au départ avoir été déclenché par le groupe dissident, les Kahama, qui s'était installé dans la zone sud. Au début, les Kasakila évitaient les zones sud des Kahama, acceptant peut-être leur décision de se séparer, mais les mâles Kahama s'aventuraient souvent à nouveau dans le territoire nord, où ils faisaient face à peu de confrontations. Finalement, les zones Kasakila et Kahama furent clairement délimitées et les mâles de chaque communauté patrouillaient leur territoire, faisant des démonstrations de force lorsqu'ils rencontraient un membre de l'autre communauté. Mais il n'y eut pas de véritable violence physique jusqu'au 7 janvier 1974 et ce fut le jour où la guerre commença officiellement. L'article de Wikipédia décrit la guerre qui a duré plus de 4 ans, je cite « Le premier sang a été versé par la communauté Kasakia le 7 janvier 1974, lorsqu'un groupe de 6 mâles adultes Kasakila, composé de Humphrey, Figan, Jomyo, Sherry, Everard et Rodolphe, a tendu une embuscade au mâle Kahama isolé, God, alors qu'il se nourrissait dans un arbre. Les mâles Kasakila étaient accompagnés d'une femelle, Gigi, qui chargeait d'avant en arrière autour de la mêlée. Malgré la tentative de fuite de God, les assaillants l'ont saisi, l'ont jeté au sol et l'ont frappé jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. Ensuite, les chimpanzés victorieux ont célébré bruyamment, jetant et traînant des branches en poussant des cris et des hurlements, puis se sont retirés. Une fois que le groupe Kasakila était parti, Gordy s'est relevé, mais il est probablement mort de ses blessures peu de temps après. C'était la première fois que l'on voyait des chimpanzés tenter délibérément de tuer un autre mâle chimpanzé. Après la chute de Gordy, les Kasakila ont attaqué Dee et l'ont mutilé. Lors de l'attaque contre Dee, la femelle Gigi s'est en fait battue aux côtés des mâles Kasakila. Comme Gordy, Dee a été grièvement blessé et est probablement mort peu après. Troisième victime de Kahama était le vieux Goliath. Tout au long de la période précédant la guerre et lors de ses débuts, Goliath avait été relativement amical avec les voisins Kasakila lors de leur rencontre. Cependant, sa gentillesse ne fut plus réciproque lorsqu'une patrouille Kasakila composée de Vigan, Fabon, Humphrey, Satan et Jomyo lui tendit une embuscade. La chercheuse qui a observé cette attaque a été choquée par la brutalité et la fureur affichées par le groupe Kasakila, avec Fabon tordant la jambe de Goliath comme s'il essayait de la lui arracher. Le vieux chimpanzé est probablement mort peu de temps après l'attaque. À ce moment-là, Hugh a également disparu et Goodall a supposé qu'il avait lui aussi été tué par les Kasukila. Cela ne laissait plus que 3 mâles Kahama, Charlie, Sniff et Willy Wally, qui étaient paralysés à cause de la polio. En 1975, Fabon a disparu alors qu'il semblait en bonne santé auparavant. Goodall soupçonnait qu'il avait été tué, bien que l'anthropologue R. Brian Ferguson ait souligné que la disparition de mâles chimpanzés n'était pas inhabituelle, même en période de paix. Charlie fut la prochaine victime parmi les Kahama. Sa mort n'a pas été observée directement, mais des pêcheurs ont rapporté avoir entendu des bruits de violents affrontements. 3 jours plus tard, son cadavre a été retrouvé avec de terribles blessures près du ruisseau Kahama. Ensuite, les chimpanzés de Kasukila ont attaqué une femelle âgée de Kahama, Madame B. Elle est décédée 4 jours après. Suite au décès de Charlie, Willy Wally a disparu sans laisser de traces. Le dernier mâle Kahama restant, le jeune Sniff, a survécu pendant plus d'1 an. Pendant un certain temps, il a semblé qu'il pourrait s'échapper vers une nouvelle communauté ou être accueilli de nouveau parmi les Kasakila, mais cela ne s'est pas produit. Sniff aussi a été tué par la bande de guerre Kasakila.
Parmi les femelles de Kahama, une a été tuée, 2 ont disparu et 3 ont été battues et enlevées par les mâles Kasekila. A l'inverse, Ferguson a soutenu qu'au moins certains des membres disparus de Kahama auraient pu survivre à la guerre en fuyant la région de Gombe, car la communauté Kahama avait des contacts amicaux avec une communauté de chimpanzés non étudiés à l'Est qui aurait pu les accepter dans ses rangs. Les Kasakila ont ainsi réussi à prendre le contrôle de l'ancien territoire des Kahama et ont passé le temps après leur victoire à se déplacer et à se nourrir dans cette zone. Temporairement, le territoire de la communauté est passé de 12 à plus de 15 km², soit 5,8 miles². Tout cela est vraiment horrible. Comme l'article l'indiquait, la mort de Godi était la première fois que l'on voyait des chimpanzés tenter délibérément de tuer un autre mâle, donc il va sans dire que c'était aussi la première fois qu'une guerre de chimpanzés était observée. Aucun autre cas n'a été observé depuis, même si cela ne signifie pas forcément que c'était un événement isolé. Naturellement, Jane a été choquée, voire traumatisée par les événements de la guerre. Elle en faisait même des cauchemars. Il y a aussi eu d'autres incidents qui l'ont marquée, comme la série de meurtres cannibales commises par une femelle chimpanzé nommée Passion et sa fille adolescente Pomme, qui a commencé en 1975. Sur une période de 2 ans, il a été confirmé que le duo avait tué et partiellement mangé 3 bébés. La deuxième victime était un bébé chimpanzé de 3 semaines qui a été arraché des bras de sa mère par le duo avant qu'elle ne lui morde le crâne et ne mange ses restes. Passion et Pomme sont fortement soupçonnées d'avoir tué un 4e bébé également, mais cela n'a jamais été confirmé et elles ont tenté sans succès d'en tuer 3 autres. Lors de l'une de ces occasions, Jean elle-même est intervenue et a arrêté le duo en criant et en lançant des bâtons et des pierres. Bien que les recherches de Jean constituent l'étude la plus longue et la plus complète sur les chimpanzés, révélant des aspects de leur comportement à la fois fascinants et troublants, il existe de nombreuses autres histoires qui montrent à quel point les chimpanzés peuvent être imprévisibles et dangereux, non seulement pour les membres de leur propre espèce, mais aussi pour d'autres animaux et pour les humains. Et est-ce vraiment si choquant, étant donné qu'ils sont les plus proches parents vivants des humains et que nous sommes tous bien conscients des actes brutaux commis par les humains dans le passé et même encore aujourd'hui? Comme Jane l'a elle-même sous-entendu, ces événements sombres ne mettent pas en avant les différences entre les chimpanzés et les humains, mais montrent plutôt que les chimpanzés nous ressemblent plus que nous ne voudrions le croire, avec une capacité tout aussi grande pour la sauvagerie. Les prochaines pages que nous allons aborder se concentrent sur une femme nommée Aurora Rodriguez Caballera et sa fille Hildegarde. C'est une histoire incroyablement étrange et tragique, mais l'article Wikipédia sur Aurora n'est pas particulièrement long et ne couvre pas tous les détails, donc je vais lire les 2 premiers paragraphes, puis expliquer le reste des informations à partir de la page d'Hildegarde et d'autres sources. Aurora Rodriguez Caballero est née en 1879 dans la maison familiale, rue Magdalena à Ferrol, La Corogne, en Espagne, de Francisco Rodriguez Areola et Ana Caballero López. Sa famille et l'environnement dans lequel elle a grandi ont été décrits comme appartenant à la haute société. Après que la sœur de Caballero, Josefa, ait donné naissance à un fils, Pepito Areola, elle l'a confié aux soins de Caballero qui avait alors 16 ans. Caballero l'a éduqué jusqu'à ce qu'il devienne un enfant prodige. Josefa l'a ensuite emmené à Madrid, où il a connu un immense succès en tant que musicien. Le succès de Pepito a renforcé les idées réformistes et eugénistes de Caballero et l'a amené, en plus de ses préoccupations pour les droits des femmes, à décider d'élever une femme parfaite pour prouver les vertus de l'eugénisme. Elle voulait un père qui ne pourrait jamais revendiquer la paternité du futur bébé, alors elle a conçu l'enfant avec un prêtre militaire à Lleida nommé Alberto Palas. Caballero a eu 3 rencontres particulières avec Palazzo en tant que collaborateur psychologique. Après avoir découvert qu'elle était enceinte, Caballero a déménagé à Madrid pour offrir à sa fille la vie qu'elle avait prévue pour elle.
L'expérience a d'abord répondu aux attentes de Caballero et Hildegarde est devenue une célébrité internationale. Donc, Aurora, comme beaucoup d'autres dans les soi-disant cercles intellectuels de l'époque, s'intéressait à l'eugénisme, qui, comme vous le savez sûrement, est essentiellement l'idée que l'espèce humaine peut être améliorée par la sélection des naissances. Je ne sais pas exactement comment elle a choisi le donneur de sperme pour sa fille. Je ne sais pas si elle recherchait des caractéristiques spécifiques et si oui, lesquelles, mais quoi qu'il en soit, il a accepté de ne pas revendiquer la paternité de l'enfant. Dans son esprit, elle s'était déjà prouvée comme une éducatrice digne de ce nom après avoir transformé son neveu en enfant prodige. Elle pensait sûrement que c'était grâce à elle en tout cas. Il est impossible de savoir s'il aurait été une personne accomplie sans elle. Maintenant, je suppose qu'elle voulait prouver qu'elle pouvait faire la même chose avec une fille, sa propre fille. Et cette fois, elle aurait le contrôle total sur tout ce qui était possible, depuis le choix du père jusqu'à son prénom, Hildegarde, qui signifie jardin de la sagesse en allemand, en passant par les routines de grossesse, qui pour elle consistaient en des régimes stricts et des exercices, et même se réveiller toutes les heures pour changer de position afin que plus de sang puisse circuler vers le fœtus. Plus tard, elle a dit au psychiatre qu'elle voulait créer, je cite, « la femme la plus parfaite qui, en tant que statue humaine, serait le canon, la mesure de l'humanité et la rédemptrice ultime. » Et elle a réussi. Hildegarde est née en 1914 et avant d'avoir 2 ans, elle savait déjà lire et dans les 2 années suivantes, elle a appris à taper à la machine. À l'âge de 10 ans, elle parlait 3 langues en plus de l'espagnol, sa langue maternelle, l'anglais, l'allemand et le français. À 11 ans, elle donnait des conférences sur le féminisme et la sexualité. Elle s'est inscrite à l'Université Complutense de Madrid à 13 ans et à 15 ans, elle était une célébrité internationale, auteure à succès et experte en philosophie. Hildegarde avait déjà plus de succès, adolescente, que la plupart des gens bien plus âgés qu'elle n'en avaient eu durant toute leur vie, et dans une certaine mesure, elle devait cela à sa mère. Mais les efforts d'Aurora ont eu un prix. Hildegarde n'avait jamais connu la même liberté que les autres enfants. On pourrait dire qu'elle n'a jamais vraiment eu d'enfance. Pourquoi sa mère lui permettrait-elle de perdre du temps à jouer alors qu'elle pourrait utiliser ce temps pour lire un livre éducatif ou apprendre une autre langue ? De plus, Aurora ne voulait pas seulement créer un enfant intelligent qui choisirait sa propre voie. Elle avait un plan très précis de ce qu'elle voulait que cet enfant fasse, pense et croie. Alors, lorsque Hildegarde s'est révélée plus rebelle qu'Aurora ne l'avait espéré, avec ses propres opinions et objectifs, Aurora est devenue de plus en plus paranoïaque à l'idée de perdre sa fille, craignant qu'elle ne s'enfuie ou ne disparaisse, et que tous les efforts qu'Aurora avait fournis pendant les 19 dernières années soient réduits à néant, et comment cela rejaillirait-il sur elle ? Dans une tentative de reprendre le contrôle sur Hildegarde, Aurora a commencé à menacer de mettre fin à ses jours, et lorsque cela n'a pas fonctionné, elle n'a eu d'autre choix que d'admettre sa défaite. Mais cela ne signifiait pas pour autant laisser à sa fille la liberté de faire ses propres choix. Aurora avait des plans bien plus sinistres. Selon Wikipédia, je cite, « Le 9 juin 1933, Aurora demanda à sa domestique de sortir dans la rue pour promener leur chien. Elle a ensuite tiré sur sa fille à 4 reprises pendant qu'elle dormait dans son lit, la touchant 1 fois à la poitrine et 3 fois au visage. » Il y a eu plusieurs hypothèses concernant les motivations derrière le meurtre d'Hildegarde. Sa mère, qui avait imaginé Hildegarde comme une féministe du futur et une dirigeante intellectuelle de la Révolution, a eu le sentiment d'avoir perdu le contrôle lorsque sa fille est devenue plus militante politiquement et a adopté une idéologie qui différait légèrement des paramètres stricts de sa mère. Hildegarde avait également été invitée à voyager en Angleterre, encouragée par Herbert George Wells, ce qu'Aurore a peut-être aussi interprété comme une menace pour son contrôle total sur sa fille. Hildegarde est peut-être tombée amoureuse, elle avait l'intention de se séparer de sa mère qui, par paranoïa, avait menacé de se suicider. Aurore expliquait ainsi ses actes. La sculptrice, après avoir découvert la moindre imperfection dans son œuvre, la détruit.
En fin de compte, Aurore se considérait comme la propriétaire à part entière d'Hildegarde et la considérait comme un projet raté qu'elle avait le droit de terminer. Donc c'est un peu l'histoire ultime de la mère autoritaire. Il n'y a rien de mal à encourager son enfant à devenir la meilleure version de lui-même et à faire ce que l'on peut, dans la limite du raisonnable, pour s'assurer qu'il réussisse et ait une vie confortable, mais il faut quand même lui laisser la liberté de choisir sa propre voie. Ce qu'Aurore a fait, c'est pousser cela à l'extrême absolu. Elle n'a rien fait de tout cela pour le bien d'Hildegarde, elle l'a fait pour elle-même. Elle ne se souciait pas du bonheur de sa fille, elle voulait simplement façonner un enfant qui serait le modèle de tout ce qu'elle considérait comme important dans la vie. Et dès qu'Hildegarde a commencé à s'écarter de ce plan strict, Aurora n'a pas supporté de la laisser simplement vivre sa propre vie. C'était sa façon de faire ou rien du tout. La page Wikipédia sur Hildegarde continue d'expliquer ce qui s'est passé après le meurtre, je cite « Aurora a été jugée pour meurtre à Madrid. Lors de son procès, elle a affirmé que son avocat catalan Antonio Villena, H.G. Wells et Havelock Ellis étaient les agents d'un complot international visant à faire quitter l'Espagne à sa fille et à la faire servir les services de renseignement, et qu'en outre, Antonio Villena et Hildegarde étaient amants. Elle a été condamnée à 26 ans, 8 mois et 10 jours de prison, ce à quoi elle a répondu qu'elle avait gagné 26 ans à vivre, exprimant sa joie de ne pas avoir été enfermée dans un asile. Aurora n'a jamais regretté le meurtre d'Hildegarde et a déclaré à plusieurs reprises qu'elle l'aurait refait. Jusqu'à la réapparition de ses dossiers médicaux en 1977, on croyait à tort qu'Aurora avait été secrètement retirée de prison par la faction nationaliste, puis exécutée sommairement et enterrée en secret dans le cadre de la Terreur blanche pendant la guerre civile espagnole. En réalité, Aurora a été emprisonnée en 1933, exprimant son intention de plaider pour une réforme du système carcéral pendant son incarcération. En 1935, elle a été transférée de la prison à l'institution psychiatrique de Madrid, après avoir été diagnostiquée comme souffrant de paranoïa et de schizophrénie. Pendant son séjour, elle a bénéficié d'un traitement plus privilégié que les autres patientes, résidant dans une chambre individuelle plus grande et gardant un chat comme animal de compagnie. Il paraît qu'elle entretenait parfois de bonnes relations avec les religieuses, acceptant même d'aller à l'église en tant qu'observatrice et exprimant son inquiétude quant au fait qu'elle ne prenait pas de vacances. À partir de 1941, elle a cessé de parler à sa psychiatre. L'année suivante, elle a fabriqué des poupées de chiffon masculines et féminines avec des organes génitaux proéminents par désir de démystifier les organes sexuels. Les infirmiers de l'hôpital les ont confisquées et détruites. Dans une lettre de 1948 adressée à la mère supérieure des religieuses, dirigeant l'institution psychiatrique, Aurora a soutenu qu'elle avait passé beaucoup de temps en prison et qu'elle méritait d'être graciée. Au lieu de cela, elle est morte d'un cancer en 1955 et a été enterrée dans une fosse commune. En 1985, un institut privé de radiothérapie à Goiânia, au Brésil, connu sous le nom d'Institut Gustave Roussy, a déménagé dans de nouveaux locaux et a laissé l'ancien hôpital abandonné avec une machine utilisée pour la radiothérapie à l'intérieur. Il y a eu une bataille judiciaire entre l'Institut Gustave Roussy et le propriétaire des lieux concernant le devenir du site, et le tribunal a reconnu qu'il était au courant de la présence de matériel radioactif abandonné dans le bâtiment. L'un des propriétaires de l'Institut Gustave Roussy, Carlos Figueiredo Bezaril, est en fait retourné sur place et a tenté de retirer le matériel radioactif, mais il a été arrêté par l'Institut d'assurance des fonctionnaires. Carlos a dit au président de l'Institut qu'il devrait prendre la responsabilité, je cite, « de ce qui arriverait avec la bombe au césium ». Et d'autres propriétaires de l'Institut Gustave Roussy ont écrit des lettres à la Commission nationale de l'énergie nucléaire, les informant de la situation et soulignant les dangers que représentait le fait de garder cette machine sur un site abandonné. Finalement, leurs avertissements n'ont pas été pris aussi au sérieux qu'ils auraient dû l'être, et la seule réponse du tribunal de Goiânia a été d'employer un agent de sécurité pour protéger le site. Le 13 septembre 1987,
Quelques années après l'abandon initial de l'hôpital, l'agent de sécurité ne s'est pas présenté au travail après avoir décidé de prendre sa journée pour aller au cinéma avec sa famille. Deux hommes, Roberto dos Santos Elve et Wagner Mota Pereira, sont entrés par effraction sur le site et ont trouvé la machine qui avait été laissée par l'Institut Gustave Roussy. Pensant qu'ils pourraient gagner un peu d'argent en vendant les pièces bas comme ferraille, ils ont commencé à la démonter et à la placer dans une brouette. Ils l'ont emmenée chez Roberto et ce soir-là, ils ont tous les deux commencé à ressentir des symptômes d'irradiation tels que des vertiges, des vomissements et de la diarrhée. Le lendemain, la main gauche de Wagner a commencé à enfler et le jour suivant, il s'est rendu à l'hôpital où on lui a diagnostiqué une intoxication alimentaire. Il ne serait probablement jamais venu à l'esprit du médecin qu'il ait pu être en contact avec une substance radioactive. L'enflure de sa main a continué à s'aggraver et bientôt une marque de brûlure est apparue. Il a finalement dû se faire partiellement amputer de nombreux doigts. Pendant ce temps, Roberto a continué à essayer de démonter la machine chez lui et il a finalement réussi à retirer la capsule de césium de sa tête protectrice. Il a alors décidé de la percer avec un tournevis et c'est à ce moment-là qu'il a vu une substance bleue lumineuse à l'intérieur. Il a cru que c'était une sorte de poudre à canon et en a prélevé un peu avec le tournevis. Le lendemain, 5 jours après que le duo ait initialement volé la machine, Roberto a apporté les pièces à une case voisine pour les vendre. Quelque temps après, des ulcères ont commencé à se former sur son bras droit et en l'espace de quelques semaines, il a dû se le faire amputer. La page Wikipédia décrit ce qui est arrivé aux pièces radioactives lorsque Roberto les a vendues. Cette nuit-là, Deveré Alves Ferreira, le propriétaire de la casse, a remarqué la lueur bleue provenant de la capsule percée. Pensant que le contenu de la capsule était précieux ou surnaturel, il l'a immédiatement apporté chez lui. Au cours des 3 jours suivants, il a convié proches et famille à découvrir l'étrange poudre lumineuse. Le 21 septembre à la casse, l'un des amis de Ferreira a extrait plusieurs grains de la matière lumineuse, de la taille de grains de riz, de la capsule à l'aide d'un tournevis. Ferreira a commencé à en partager avec différents amis et membres de sa famille. Ce même jour, sa femme, Maria Gabriela Ferreira, âgée de 37 ans, a commencé à tomber malade. Le 25 septembre 1987, Deveré Ferreira a vendu la ferraille à une 3e casse. La veille de la vente à la 3e casse, le 24 septembre, Ivor, le frère de Dever, a réussi à gratter un peu plus de poussière de la source et l'a emportée chez lui à une courte distance de là. Là, il en a répandu une partie sur le sol en béton. Sa fille de 6 ans, Lida das Neves Ferreira, a ensuite mangé un sandwich à l'œuf en étant assise par terre. Elle était également fascinée par la lueur bleue de la poudre, s'en est appliquée sur le corps et l'a montré à sa mère. Le sandwich à l'œuf a également été exposé à la poussière provenant de la poudre. Lida a reçu une dose mortelle pour laquelle l'intervention médicale s'est révélée inefficace. La mère de Lida, Lourdes Ferreira, est également tombée malade à cause des radiations. Maria Gabriela Ferreira avait été la première à remarquer que de nombreuses personnes autour d'elle étaient tombées gravement malades en même temps. Le 28 septembre 1987, 15 jours après la découverte de l'objet, elle a récupéré les matériaux dans la casse du rival et les a transportés à un hôpital. Le matin du 29 septembre, une physicienne médicale en visite a utilisé un compteur à scintillation pour confirmer la présence de radioactivité et a persuadé les autorités d'agir immédiatement. À la fin de la journée, les gouvernements de la ville, de l'État et du pays étaient tous au courant de l'incident. La nouvelle de l'incident radiologique a été diffusée dans les médias locaux, nationaux et internationaux. En quelques jours, près de 130 000 personnes à Goiânia ont afflué vers les hôpitaux locaux, inquiètes d'avoir pu être exposées. Parmi elles, 249 ont effectivement été trouvées contaminées, certaines ayant encore des résidus radioactifs sur la peau détectés à l'aide de compteurs Geiger. Finalement, 20 personnes ont présenté des signes de maladie dus aux radiations et ont nécessité un traitement.
Dieu merci, Maria a remarqué à temps que quelque chose n'allait pas et s'est demandé si les pièces étaient en cause. Sinon, la situation aurait pu être encore pire. Mais même à ce stade, cela faisait déjà 15 jours que Roberto et Wagner l'avaient volé à l'hôpital et de nombreuses personnes étaient entrées en contact avec la capsule ou avaient été exposées indirectement à son rayonnement. Tragiquement, après avoir souffert de graves symptômes de maladie des radiations, Maria est finalement décédée environ 1 mois après l'exposition. 3 autres personnes sont également décédées. Citation. Admilsen Alves de Souza, âgé de 18 ans, était un employé de Vera Ferreira qui travaillait sur la source radioactive. Il a développé des lésions pulmonaires, des hémorragies internes et des lésions cardiaques, et il est décédé le 28 octobre 1987. Lida das Neves Ferreira, âgée de 6 ans, était la fille d'Ivo Ferreira. Lorsque l'équipe internationale est arrivée pour la soigner, elle a été découverte enfermée dans une chambre isolée de l'hôpital parce que le personnel avait peur de s'approcher d'elle. Elle a souffert de gonflements dans le haut du corps, de perte de cheveux, de lésions rénales et pulmonaires et d'hémorragies internes. Elle est décédée le 23 octobre 1987 des suites d'une septicémie et d'une infection généralisée à l'hôpital de la Marine Marcílio Dias à Rio de Janeiro. Elle a été enterrée dans un cimetière commun à Goiânia, dans un cercueil spécial en fibre de verre doublé de plomb pour empêcher la propagation de la radioactivité. Malgré ces mesures, l'annonce de son enterrement imminent a provoqué une émeute de plus de 2000 personnes dans le cimetière le jour de ses funérailles, toutes craignant que son corps n'empoisonne les terres environnantes. Les émeutiers ont tenté d'empêcher son enterrement en utilisant des pierres et des briques pour bloquer la route du cimetière. Elle a été enterrée malgré cette intervention. Maria Gabriela Ferreira, une femme de 37 ans, était l'épouse du propriétaire de la casse, Devere Ferreira, et c'est elle qui a remis le matériel aux autorités. Elle est tombée malade environ 3 jours après être entrée en contact avec la substance. Son état s'est aggravé et elle a commencé à perdre ses cheveux et à souffrir d'hémorragies internes, en particulier au niveau des membres, des yeux et du tube digestif. Elle a souffert de confusion mentale, de diarrhée et d'insuffisance rénale aiguë avant de mourir le 23 octobre 1987, le même jour que sa nièce, de septicémie et d'infection généralisée environ 1 mois après l'exposition. Israel Batista. Dos Santos, âgé de 22 ans, était également un employé de Devere Ferreira qui a travaillé sur la source radioactive principalement pour en extraire le plomb. Il a développé de graves complications respiratoires et lymphatiques, a finalement été admis à l'hôpital et est décédé 6 jours plus tard, le 27 octobre 1987. Ver Ferreira a survécu malgré une exposition à 7 degrés de radiation. Il est décédé en 1994 d'une cirrhose aggravée par la dépression et la consommation excessive d'alcool. Ivo Ferreira est décédé d'emphysème en 2003. Je n'ai pas pu trouver beaucoup d'informations sur ce qui est arrivé à Roberto et Wagner après leurs amputations. Je suppose qu'ils ne sont pas morts d'exposition, mais il semble assez probable qu'ils aient pu finir par avoir un cancer ou quelque chose comme ça plus tard dans leur vie à cause de cela, surtout Roberto, qui a littéralement gardé la capsule chez lui pendant 5 jours et en a démonté la majeure partie lui-même. Ni Roberto ni Wagner n'ont eu à faire face à des conséquences juridiques pour leurs actes, même si le tribunal, dans une action publique à laquelle ils n'étaient pas inculpés comme prévenus, les a jugés directement responsables de l'accident. Même s'ils n'auraient pas dû voler les pièces au départ, ils n'avaient aucune idée que la machine était radioactive. Il n'y avait même pas de panneau de danger à la clinique abandonnée pour avertir les intrus et ils n'avaient pas l'intention de blesser qui que ce soit lors de l'incident, y compris eux-mêmes. Les 4 propriétaires d'Institut Gustave Roussy, la société qui gérait la clinique de radiothérapie, ainsi que le propriétaire du site et d'autres entités, ont été condamnés à payer près de 750 000 $ en compensation. L'État de Goiás a été exclu du paiement de la compensation. En ce qui concerne les propriétaires de Institut Gustave Roussy, ils n'auraient probablement jamais dû laisser le matériau radioactif dans la clinique abandonnée au départ.
Mais pour leur rendre justice, ils ont essayé de l'enlever plus tard, mais on les en a empêchés. S'ils avaient été autorisés à retirer la machine lorsqu'ils ont essayé, les pièces n'auraient jamais été volées et toute cette catastrophe ne se serait jamais produite. C'est fou de penser au nombre de décisions qui ont dû être prises pour que cela se termine ainsi, et si une seule personne impliquée avait agi différemment, même comme le gardien de sécurité qui n'a pas pris son jour de congé, de nombreuses vies auraient été sauvées. J'aimerais connaître vos avis et suggestions en commentaire pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, merci de liker et de vous abonner. Un grand merci à mes membres Ko-fi et aux membres de la chaîne dont les noms s'affichent à l'écran. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.